Alcool, boissons énergisantes, drogues, médicaments détournés de leur usage. Pour certains jeunes, ces produits sont devenus des compagnons du quotidien, parfois des moyens de tenir, de faire la fête, d'oublier, de se donner du courage ou simplement de suivre le groupe. Mais derrière une canette consommée à la rate, une bouteille d'alcool artisanal ou un comprimé pris sans prescription, il peut y avoir une addiction qui s'installe, une santé qui se dégrade, une famille qui vacille et un avenir qui bascule. Le 5 août dernier, le ministère de la Santé a tiré la sonnette d'alarme, une alerte qui vient rappeler une réalité préoccupante. La consommation abusive d'alcool, de boissons énergisantes et de drogue gagne du terrain chez les jeunes avec des conséquences sanitaires, sociales et économiques que notre société ne peut plus ignorer. Alors, face à cette situation, une question s'impose, brutale mais nécessaire. Qui doit agir? Les parents, l'école, les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations, les médias ou les jeunes eux-mêmes. Et surtout, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui une partie de notre jeunesse à rechercher dans l'alcool, les drogues ou les produits stimulants une échappatoire, une performance ou un plaisir qui peut finalement leur coûter leur santé et leur avenir? Dans 10 minutes pour convaincre, nous ne voulons pas seulement dresser le constat, nous voulons comprendre, interpeller et surtout parler de solutions. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui M. Mocho Ayaovi, coordinateur de la Croix-Bleue Togo, une organisation de la société civile engagée depuis plusieurs années dans la prévention et la lutte contre les méfaits de l'alcool et des drogues. Monsieur Mocho Ayaovi, merci d'avoir accepté cet entretien. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Première question, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Croix-Bleue Togo, sa mission et son champ d'action sur le terrain? Oui, avec plaisir. La Croix-Bleue du Togo, c'est une organisation non gouvernementale, juste comme la Croix-Rouge aussi. Mais le but ici, c'est essentiellement la lutte contre la consommation des substances psychoactives, notamment l'alcool, le tabac et toute forme de drogue. Et aussi les IST, VIH, SIDA, la violence basée sur le genre, les questions les questions liées au développement, c'est-à-dire nous faisons également la lutte contre la pauvreté. Voilà, en gros, ce pourquoi la Croix-Bleue milite. Quelles sont les différentes activités que vous menez sur le terrain? Quelle est la nature de ces actions-là dans vos différentes interventions? Bon, il faut dire que majoritairement, nous sommes beaucoup plus dans la prévention. Et comme le disent les Anglais, prévenir vaut mieux que guérir. Et puis la prévention, ça coûte moins cher et ça donne plus de résultats. Donc en dehors de la prévention, nous faisons aussi les accompagnements. D'abord, nous faisons ce que nous appelons la gestion de cas et nous faisons également le référencement. C'est-à-dire que quand on nous contacte, nous dirigeons les patients vers les différents services qui peuvent les aider ou ils peuvent trouver de l'aide. En dehors de cela, nous faisons également la réhabilitation. Ceux qui sont déjà tombés dans le domaine, on essaie, avec les moyens que nous avons, de les aider à retrouver leur statut de départ. Donc voilà, en gros, ce que nous faisons aujourd'hui. Justement, parlant de la consommation des substances psychoactives, le ministère de la Santé a publié récemment un communiqué alarmant sur la consommation abusive de boissons énergisantes, d'alcool artisanaux et de médicaments détournés. Est-ce que cela correspond réellement à ce que vous observez vous-même au quotidien dans le cadre de vos actions? Bien sûr, nous sommes contents que le gouvernement a pu lever le voile sur la question et ça prouve que ce que nous disons est aussi vrai.
Il a confirmé, le gouvernement a confirmé ce que nous observons sur le terrain. Il a parlé surtout des boissons. Il n'y a pas que les boissons. Il y a aussi d'autres substances qui sont fumées. Voilà. Donc, le constat est vraiment alarmant. Le constat est alarmant sur le terrain. Nous ne pouvons pas décrire tout ce que nous voyons véritablement dans le sens de ne pas blesser les uns et les autres ou bien de ne pas faire peur aux gens. Mais véritablement, la situation est grave. Est-ce que vous diriez tout simplement que le phénomène se fait plus ressentir à Lomé que dans le reste de l'ensemble du territoire? Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où nous allons dire que la drogue est absente. La drogue est partout. Les substances psychoactives sont partout. Surtout les boissons alcooliques, les boissons dites énergisantes et qui contiennent d'autres formules chimiques et provoquant ou bien entraînant la dépendance. Donc, que ce soit en ville ou dans les campagnes, les lieux les plus reculés, on trouve ces substances psychoactives. Le gouvernement fait ce constat, la consommation abusive des boissons énergisantes, d'alcool artisanaux, de médicaments détournés. Est-ce que, selon vous, ce phénomène s'est aggravé au fil du temps ou le phénomène s'est stabilisé ou simplement le phénomène a pris d'autres formes aujourd'hui? Il faut dire que le phénomène a pris d'autres formes. Il est bien vrai, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Et quand vous suivez bien le gouvernement aussi, il y a plusieurs actions qui sont menées. Et nous, en tant que société civile, nous y sommes impliqués. Nous suivons de près ce que le gouvernement fait, l'effort. Mais véritablement, quand vous arrivez sur le terrain, c'est comme si rien n'est fait. Cela veut dire simplement que ceux qui sont les initiateurs de la consommation, je veux parler des industries brassicoles, je veux parler de ceux qui fabriquent ces substances-là, et ils sont généralement en avance sur les gouvernants. C'est-à-dire que leurs ingénieurs travaillent toujours pour essayer d'être en avance par rapport à la lutte que les gouvernants sont en train de poser. Il faut chaque fois chercher quelle substance on peut introduire dans telle ou telle consommation pour que les gens soient beaucoup plus addictifs. Et c'est là que je m'en vais définir aussi ce qu'on appelle substance psychoactive. Voilà. D'abord, c'est une substance, lorsque vous l'introduisez dans votre corps, cela agit directement sur le cerveau et cela va changer votre manière de voir, la perception, le comportement, votre pensée, tout. Ça va agir sur votre psychologie. Et en dehors de cela, la substance dispose d'une force qui lui permet de vous maîtriser, autrement de vous dompter et de vous apprivoiser, si je peux utiliser le terme, faire en sorte que vous ne la quittiez plus. Vous allez être dépendant de cette substance-là. Justement, c'est ce que les ingénieurs cherchent le plus. Et ils veulent que, à la première consommation, ou bien à la deuxième ou troisième, déjà, vous devenez addict à la chose. Donc, sur ce plan, il faut dire qu'ils sont en avance. Et c'est ça qui explique que vous voyez que le phénomène fait du mal, mais les gens continuent toujours d'en prendre. Voilà. Pour illustrer un peu votre explication, on sait que par le passé, on parlait de la cigarette. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle chicha et autres formes donc de ces substances psychoactives. Ça veut dire que l'industrie aussi évolue avec le temps. Tout à fait, tout à fait. La chicha que nous connaissions avant n'est plus ce qui est fumé aujourd'hui. D'abord, ça a pris plusieurs formes. Il y a les chichas électroniques
Et vous allez voir un truc comme une écritoire, un bic dans la main d'un jeune garçon. En fait, ce n'est pas un bic, ce n'est pas autre chose, mais c'est une chicha électronique. La chicha qu'on connaissait avant, qui était fumée par à base de tabac. La chicha était faite à base de tabac. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le tabac qui est fumé. Il y a le cannabis et il y a d'autres substances encore qui sont fumées. Plus grave encore, le liquide dans le bocal en bas qui adoucit un peu les substances irritantes du tabac qui est fumé n'est plus aujourd'hui de l'eau, mais on remplace ça par de l'alcool. L'alcool à divers degrés et d'autres substances encore. Donc tout ça là fait que le phénomène, il y a plus d'ampleur. La chose prend plus d'ampleur qu'avant. Est-ce que c'est ce que nous voyons d'habitude dans les débits de boissons, dans les bars, dans les boîtes de nuit, les jeunes avec de longs bâtons en train de faire sortir de la fumée à volonté? Tout à fait, tout à fait. Ils vont s'asseoir 3, 4 ou 5 autour d'un pot et avec des tuyaux surmontés de pipettes et chacun prend, l'un prend et donne après tout à l'autre. Et quand on tire là-dessus, vous allez voir la personne inhaler et puis rejeter une grande quantité de choses, de fumée. Et les études ont montré que passer 30 minutes, voire 40 minutes auprès de ce système de consommation de chicha-là équivaut à la consommation, ou bien, oui, à la consommation de plus d'une centaine de cigarettes, de bâtons de cigarettes. Surtout dans les boîtes de nuit où tout est fermé. Tout est fermé, tout est fermé. Ils veulent encore plus d'effets. Et ils ferment tout et là, ils sont bien dedans. Donc, ce n'est plus la même chose que ce qu'on avait. Donc, la chose évolue. Et ça va continuer par évoluer. Ça va continuer. On a peur. Ça va continuer si vraiment nous ne changeons pas le système de riposte. Si nous voulons demeurer dans l'ancien système de riposte, vraiment, ça ne fera qu'augmenter. Donc, il faut que nous aussi, nous changeons le système de riposte. Alors, Croix Bleue Togo intervient régulièrement sur le terrain. Monsieur le coordinateur, selon votre expérience de terrain, quelles sont les principales raisons qui poussent les jeunes et parfois les moins jeunes, parce qu'on y voit également les adolescents, vers ces substances-là, boissons énergisantes, alcool frélaté, drogue et autres? Généralement, il faut dire que les jeunes sont ceux qui consomment beaucoup. Et ces jeunes, la cause principale, c'est d'abord effet de mode, ou ce que nous appelons le suivisme. Ils voient quelqu'un le faire, un de ses congénères le faire, ou bien un grand frère le faire, et il voit qu'il est à l'aise dans ce qu'il fait, il plane, et lui aussi, il veut faire l'expérience. Donc, généralement, c'est ce que nous retrouvons chez les jeunes. Il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui l'effet des réseaux sociaux. Ce que les jeunes regardent aujourd'hui sur les téléphones, les smartphones, sur la télé. Ils sont curieux. Sur les chaînes. Voilà. Donc, ils veulent faire la même chose. Et le jeune, il s'est enfermé dans sa chambre avec un smartphone à la main. Il voit ce qu'un autre jeune depuis l'Amérique est en train de faire et il veut l'imiter. Il veut l'imiter. Qu'est-ce que ça fait? Il veut essayer. Voilà. Donc, il y a ça aussi. En dehors de ça, nous pouvons parler également du relâchement que nous voyons en ces derniers temps au niveau des parents. L'attention parentale n'est plus ce qu'il était auparavant. Parce que avant, les parents avaient du temps, beaucoup de temps,
pour leurs enfants. Donc, aujourd'hui, nous sommes occupés, on est préoccupé par ce qu'on veut faire à l'enfant plutôt que d'être à ses côtés. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens payer la scolarité et payer les fournitures scolaires, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que l'enfant aille à l'école. On cherche tout ça là, on donne à l'enfant, mais on n'a pas de temps les soirs pour discuter un peu avec l'enfant et parler un peu avec lui. Alors que les enfants, en grandissant, ont besoin d'un certain nombre d'éléments pour se constituer. C'est comme des bâtisseurs. Un enfant qui est en train de grandir, c'est un bâtisseur. Donc, il faut chaque fois lui fournir les éléments dont il a besoin pour se construire. Alors, s'il arrive qu'il veut quelque chose de précieux pour avoir une compétence digne d'un homme responsable et que en ce moment-là, il ne trouve pas, vous êtes incapable de lui fournir cela, donc ça va faire que l'enfant aura tendance à tourner vers ces substances. Si nous dépassons un peu ces causes, nous pouvons parler également de l'accessibilité des substances. Aujourd'hui, vous n'allez pas faire 100 mètres avant de trouver l'alcool à acheter. C'est au bord des routes, il y a des petits vendeurs qui circulent avec de petits sachets, petits bidons. Voilà, entre-temps, le gouvernement s'est levé, on a parlé des sachets. Bon, les industriels, ils ont changé de système. Maintenant, c'est des petits bidons de 100 francs, 125 francs. Donc, vous n'allez pas trop vous déranger pour trouver ça. Le communiqué a parlé des boissons énergisantes. 250, vous avez 200, 150 même, vous avez les boissons énergisantes. Donc, je me taire, je préfère taire les noms. Ça circule. Absolument. Donc, accès facile des substances. Et j'ajoute à coût dérisoire. Accès facile. À moindre coût. À moindre coût. 150 francs, 125 francs, 100 francs, l'enfant a l'alcool. Il peut boire l'alcool et se saouler tout de suite. Voilà. Donc, ces facteurs font que aujourd'hui, beaucoup tombent dans l'addiction aux substances psychoactives. Alors, monsieur le coordinateur, dites-nous, y a-t-il un profil type des personnes les plus exposées? Est-ce une question d'âge, de milieu social, de pression du groupe, de chômage ou carrément de mal-être? Bon, aujourd'hui, il faut dire que le mal est partout, hein. Mais si nous voulons bien catégoriser les choses, la tranche d'âge de 10 jusqu'à 35, 38 est la plus touchée par ce phénomène. Dans cette tranche d'âge, vous allez voir les élèves, les étudiants, les apprentis. Vous allez également voir les ouvriers, les travailleurs, et même des bureaucrates aussi, hein, des bureaucrates aussi, et qui veulent chaque soir s'arrêter quelque part, prendre des pots avant de rentrer. Donc, eux aussi, ils tombent facilement dans l'addition. Et ceux qui font des travaux qui nécessitent un peu plus d'efforts, d'énergie, c'est des gens qu'on retrouve aujourd'hui facilement dans la consommation. Alors, le communiqué du gouvernement évoque des liqueurs artisanales vendues en dehors de tout contrôle sanitaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce commerce informel continue à prospérer malgré les risques connus dont vous avez fait cas tout à l'heure? Évidemment, la principale cause, c'est le potentiel additif des substances. C'est le potentiel additif. Dès que le jeune décide d'essayer, puisque ce qu'il veut consommer dispose d'un grand potentiel additif, il suffit qu'il consomme une fois ou deux fois, c'est fini. Et qu'il trouve satisfaction, il s'adonne régulièrement. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, les jeunes veulent du sensationnel. Ils veulent avoir plus d'effets. Voilà.
Monsieur Mocho, on va évoluer sur un autre point. Le ministère de la Santé, dans son communiqué, parle de maladies chroniques, d'atteintes au cœur, au foie, aux reins, au cerveau. Concrètement, quelles conséquences observez-vous chez les personnes que vous accompagnez le plus souvent ou même dans la société que vous rencontrez? Oui, et je pense que le communiqué a déjà cité beaucoup de choses. Euh, la consommation affecte la santé en général. Le milieu le plus touché, sinon l'organe le plus touché, c'est d'abord le cerveau. Et puisque c'est le cerveau euh, qui est l'élément qui reçoit l'effet direct du produit et donne au consommateur la sensation que lui il veut. C'est-à-dire à quelle fin il prend le truc. Donc c'est le cerveau qui est l'élément central. Et ce cerveau, lorsqu'il est atteint, l'individu manifeste beaucoup de choses. La violence, la démotivation pour le travail, la désapprentissage, l'abandon des cours, le manque de vision pour la vie, c'est autant de conséquences que nous voyons chez les jeunes. Pour eux, c'est la consommation. Point. Leur vie se résume à la consommation. Et donc, un jeune qui consomme régulièrement ces substances-là, est-ce qu'il aura de l'argent? Est-ce que les parents ont de l'argent? Est-ce que l'argent des parents pourra véritablement servir? Donc, voilà autant de conséquences que nous voyons chez ces jeunes-là. Justement, au-delà de la santé physique, quel est l'impact sur la vie familiale, scolaire, professionnelle et sociale de ces personnes qui s'adonnent à la consommation de ces substances? Une personne qui s'adonne à la consommation n'est plus en bon terme avec ses parents, ses relations. C'est un élément qui amène beaucoup de troubles dans les relations. Donc, lui-même, ces actes vont faire que les gens vont le classer. Il sera classé, on va le reconnaître comme un toxicomane et les gens vont choisir de ne plus lui adresser la parole. C'est des accusations et quand lui, il va écouter ces accusations-là, lui aussi prend sa position et ça fait que les relations ne sont pas en bon terme dans la société même. Voilà. Ce n'est pas seulement la famille, mais un toxicomane n'a généralement pas de bonnes relations avec tous ceux qui ne consomment pas. Tous ceux qui sont dans son environnement. Tout à fait. Le communiqué évoque également un coût économique et social pour les familles et pour la nation. Pouvez-vous nous donner une idée concrète de ce que cela représente? Oui, lorsque quelqu'un consomme, d'abord, lui-même, économiquement, il ne donne plus rien, il ne produit plus. En dehors de ça, ce que les parents disposent, l'enfant, le jeune, va se mettre à les dilapider. Donc, en quête de sa dose quotidienne, il est capable de voler l'argent, les biens matériels qu'il va transformer en argent, c'est-à-dire aller les dilapider, les vendre à vil prix pour pouvoir trouver sa dose quotidienne. Et donc, c'est ce qui va faire que les parents aussi n'auront pas vraiment ce qu'il faut, peut-être pour subvenir aux besoins des autres, ou bien arriver à concrétiser quelque chose dans leur vie. Et par ricochet, cela tombe également sur toute la nation, parce que la personne, il est improductif. L'État a peut-être déployé des moyens pour le former, mais la consommation a fait qu'il ne peut rien rendre à l'État. Et au-delà de cela, il faut dire que les traitements, lorsqu'on va vouloir se mettre dans le traitement d'un toxicomane, il faut voir ce que les parents vont dépenser. Les coûts sont vraiment élevés lorsque on veut traiter un toxicomane. Si nous allons sur Internet, nous pouvons avoir une idée sur ce que cela peut coûter. Alors, il faut dire que
la chose n'épargne personne. Toute la société est impliquée d'une manière ou d'une autre, économiquement ou sur d'autres plans aussi, dans la consommation de l'individu. Y a-t-il des conséquences que le grand public sous-estime ou ignore complètement, au-delà de tout ce qu'on a vu? Bien sûr, c'est ce que j'ai commencé par dire en disant que le consommateur n'est pas le seul, ou bien sa famille n'est pas la seule à subir les conséquences. Il y a une codépendance que je vais dire nationale ou communautaire. Celui qui est en train de prendre ces substances-là, il est addict. Et sur le plan sécuritaire, par exemple, il devient un danger pour tout le monde. Parce qu'un addict à la cocaïne ou bien à ces substances psychoactives peut aller braquer tout le monde lorsqu'il est sous l'effet de sa consommation et qu'il prend un engin. C'est un danger public. Donc, personne n'est épargné. Et les gens disent que oh, ce n'est pas mon enfant. Moi, je vais prendre soin de mes enfants et laisser les autres. Comme ce n'est pas mon enfant, je ne vais pas prendre soin de lui. S'il veut fumer, s'il veut faire quoi, il n'a qu'à continuer. Mais il se trompe. Lorsque l'enfant, là, va devenir un braqueur, il ne va pas braquer seulement ses propres parents, mais ça va braquer celui-là qu'il avait négligé, celui-là qu'il avait dit que ce n'est pas son enfant, donc il n'a rien à lui faire. Donc, c'est des choses que la société ignore en réalité. Monsieur le coordinateur, nous allons maintenant aborder, puisqu'on l'avait effleuré en début d'entretien, les actions donc de Croix Bleue Togo et les ONG dans ce sens-là. Concrètement, comment vous intervenez auprès des personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, puisque le gouvernement dans ce communiqué a évoqué l'aspect de l'alcool? Bien, ceux qui sont tombés dans l'addiction à l'alcool, aux substances psychoactives généralement, nous disposons d'abord un numéro vert, le 80 00 95 95 via RIAS, qui permet de nous contacter à tout moment et d'avoir des conseils. C'est-à-dire que nous faisons d'abord le référencement, comme je viens de le dire. Et s'il faut que la personne vienne chez nous, il vient, on étudie son cas et on va essayer de le suivre à l'ambulatoire, c'est-à-dire qu'on lui donne des rendez-vous, de temps en temps, il passe au centre et nous allons essayer de faire l'accompagnement qu'il faut. Au pire des cas, on l'envoie à l'hôpital, il va se faire sevrer grâce aux médicaments, aux travaux de la médecine et après, il pourra retourner dans notre maison de réhabilitation et pour être interné. Et là, nous avons divers types de thérapies que nous allons lui administrer et qui lui permettront de revenir à la vie normale, de se réinsérer socialement. De se réinsérer socialement. Et on va également l'aider sur le plan plan professionnel. S'il faisait quelque chose dans lequel il y avait beaucoup de risques pour sa consommation, alors on l'oriente autrement en fonction des compétences qu'on aura à découvrir chez lui. Voilà un peu ce que nous faisons avec les consommateurs. Au-delà des actions de sensibilisation, comme vous l'avez évoqué. Tout à fait, tout à fait. La sensibilisation est notre activité phare parce que cela coûte moins cher et ça permet de couper le problème à la racine. Monsieur le coordonnateur, quelles sont les difficultés? Parce que elles en existent également. Les difficultés que vous rencontrez dans votre travail, je parle en termes de moyens, de mentalité, de stigmatisation, de manque de structure d'accueil. Est-ce que dans vos différentes actions, vous rencontrez un certain nombre de difficultés? Tout à fait. L'une des difficultés que je vais souligner en premier lieu, c'est la non-maîtrise du sujet de l'addiction, la non-maîtrise du sujet de consommation de substances par le grand public. Donc, le grand public ne maîtrise pas vraiment le sujet. Donc, il faut passer chaque fois beaucoup de temps à expliquer.
à expliquer les questions de consommation de substances aux parents. Parce que la plupart du temps, c'est parce que les parents ignorent ces questions-là, ignorent le sujet que le problème est arrivé ou que le problème est allé jusqu'à ce niveau-là. Donc, si c'est qu'ils connaissaient quelque chose sur la chose avant, alors ils pouvaient intervenir beaucoup plus tôt. Donc, en plus de cela, il faut évoquer aussi les questions financières, c'est-à-dire nous manquons cruellement d'investisseurs pour ce qui concerne la réhabilitation. C'est un truc cher, ça fait que aucun bailleur ne veut investir dedans. On préfère aider pour la prévention plutôt que de mettre du sou dans la réhabilitation. Donc voilà un peu les problèmes que nous rencontrons. Alors, travaillez-vous en collaboration avec le ministère de la Santé ou d'autres structures étatiques ou encore communautaires? Comment est-ce que cette synergie fonctionne-t-elle? Est-ce que c'est une bonne collaboration avec les structures de l'État? Tout à fait. Et on est en parfaite harmonie avec les structures de l'État. D'abord, nous sommes directement liés au ministère de la Sécurité, parce que les questions de drogue touchent la sécurité. Donc, nous sommes directement liés au ministère de la Sécurité. Nous sommes chapeautés par le Comité national anti-drogue, qui comprend ou bien qui est constitué de divers membres venant. C'est un comité interministériel et aussi de la société civile. Donc, tous ceux qui peuvent intervenir, que ce soit le ministère du Commerce, le ministère de la Justice, le ministère de la Planification, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, tous ceux qui peuvent intervenir pour régler le problème, nous sommes tous réunis au niveau du Comité national anti-drogue. Et le ministère de la Santé, les questions de consommation relèvent de la santé. Les questions d'éducation relèvent du ministère de l'Éducation. Donc, nous collaborons avec tous ces ministères-là et ils nous font appel lorsque le besoin est là, soit pour une information, pour une formation ou pour nous demander de les appuyer dans tel ou tel domaine. On contribue à la mise en place d'un certain nombre de comités techniques ou bien la mise en place des normes pour pouvoir résoudre un problème lié à la consommation. Avez-vous un exemple de parcours, une histoire qui vous a marqué, qui illustre vraiment l'impact concret de votre action sur le terrain à partager avec nous? Nous avons beaucoup d'histoires. Et je vais vous raconter ceci. Il y a une dame qui a cherché à nous voir un jour et elle est venue et on lui a demandé pourquoi elle est là. Parce qu'on a demandé aux jeunes adolescents de venir. Nous faisons les séances de facilitation des compétences de vie courante. Donc, le jeune est arrivé avec sa mère et la maman a assisté au programme, à la séance et à la fin, elle a demandé à avoir la parole. Et on lui a donné la parole et elle nous a félicité dans un premier temps que le travail que nous sommes en train de faire là, est-ce que tout le monde sait qu'on fait quelque chose comme ça? Est-ce que les gouvernants savent que nous faisons quelque chose comme ça? Que véritablement, si elle est là, c'est parce que c'est son enfant qui l'a aidé à cesser de prendre l'alcool. Parce que pour elle, chaque soir, lorsqu'elle revient du marché qu'elle veut manger, elle envoie l'enfant pour aller lui payer de l'alcool. Et c'est comme ça, quand l'enfant a commencé par nous visiter, l'enfant finalement a refusé d'aller lui acheter encore l'alcool. Et par là, ce que l'enfant lui a dit que si elle veut mourir, elle n'a qu'à mourir seule. Si elle veut continuer à mourir, si elle veut mourir, donc elle n'a qu'à continuer par acheter elle-même l'alcool et en prendre pour mourir seule. Donc, la phrase là l'a tellement touchée que elle s'est dit,
si mon enfant, c'est mon enfant qui va me dire ça, au lieu de s'énerver, de prendre un bâton pour corriger l'enfant, elle a plutôt vu la morale que l'enfant a dégagée de sa phrase. Et par là, elle a cessé. Donc, 3 mois après, elle a cherché à venir nous voir pour nous remercier du travail que nous sommes en train de faire. Donc, on a beaucoup de félicitations de la part des parents, d'élèves, les enseignants. Partout où on intervient, il y a des témoignages quand même qui nous encouragent beaucoup. Monsieur Monchon, nous allons aborder le dernier point de nos échanges. Le ministère appelle à la responsabilité individuelle et invite la jeunesse à adopter un mode de vie sain. Est-ce suffisant ou faut-il des mesures plus fortes? Par exemple, le contrôle du commerce informel, la réglementation ou la répression? Oui, il faut dire que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut aller encore beaucoup plus en avant. Je vais vous lire quelque chose. J'ai lu un truc sur la presse aujourd'hui et qui m'a tellement vraiment émerveillé. Sur le truc, on a dessiné des canettes de Vaudi et autres canettes aussi dont je ne connais pas les noms. On a écrit Harakiri. Je ne sais pas ce que cela signifie trop. Maintenant, on dit boisson énergisante. La Côte d'Ivoire a prouvé qu'une autre voie est possible. Pourquoi ne pas s'attaquer au circuit de distribution? L'État doit protéger ses citoyens. C'est le journal Harakiri. Ah, ok. C'est le journal même qui s'appelle Harakiri. Absolument. Ah, moi, je ne sais pas. Donc, j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Je dis bravo. Donc, on peut faire plus. Le gouvernement peut faire plus pour véritablement aider la population. C'est bien déjà que l'État a fait cette sortie-là. Je sais que d'autres choses sont en préparation. L'État doit être en train de préparer encore d'autres choses. Mais nous allons demander d'intensifier quand même les actes pour pouvoir éradiquer véritablement ce problème-là. Il faut des lois, il faut réviser les lois sur le commerce comme sur la consommation des substances psychoactives. Il faut revoir ces lois-là. Il faut réglementer le commerce. Il faut une politique d'alcool qui permet vraiment d'éradiquer le produit. Je veux dire, loi assortie de décrets et que les moyens soient mis à la disposition des acteurs. C'est-à-dire ceux qui doivent mettre en application ces décrets-là, il faut que des moyens soient mis également à leur disposition. Et je pense que par là, on aura véritablement des résultats concluants. Quel rôle les familles, les écoles, les communautés religieuses et les médias comme le nôtre, par exemple, GMAT Web Télévision, peuvent-ils jouer dans la prévention, puisque c'est une affaire de tous finalement? Oui, moi, je dirais seulement qu'il faut aller à l'école de la drogue. Ici, nous sommes en train de parler de l'alcool et des substances et des boissons énergisantes, bien sûr. Mais moi, je globalise en disant qu'il faut simplement aller à l'école de la drogue. C'est-à-dire chercher à apprendre sur les boissons alcooliques et les drogues, comprendre de quoi il s'agit et comment se préparer à l'affronter et pouvoir également traduire en application et tout ce qu'on aurait à apprendre. Parce que ce problème n'est pas seulement pour l'État, comme plusieurs le pensent. Non, l'État seul ne peut rien faire. Mais si les parents se lèvent et changent leur manière de faire, chacun éduque correctement son enfant à la maison, chacun garde une attention particulière sur ses enfants. Si au niveau des communautés religieuses, des choses ou bien des dispositifs sont mis en place pour sensibiliser les jeunes, pour trouver d'autres manières de s'égayer,
de se réjouir. Je pense que on pourrait limiter les établissements scolaires, les centres d'apprentissage, et tout le monde doit se mettre dedans avec ses moyens. Je pense que on aura gain de cause. Si vous avez un message à adresser à un jeune tenté par l'alcool, la drogue ou l'abus de substances, quel serait-il ce message-là? Je dirais simplement à ce jeune-là, ne jamais essayer. Ne jamais essayer. Parce que c'est à partir de ce premier essai qu'on tombe dans le piège. Si la substance qu'il va consommer premièrement a une forte potentialité addictive, et que si le jeune même avait une prédisposition pour cette consommation ou bien pour la consommation de substances, alors là, il tombe une fois et il ne va pas se relever. Donc, ne jamais essayer. Quel appel lancez-vous aux autorités, à la société civile dans son ensemble pour mieux soutenir la lutte contre ce fléau-là? Dans un premier temps, je m'en vais remercier le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a mis un cadre légal en place et c'est ça qui nous permet de faire ce que nous sommes en train de faire. Et ils sont chaque fois à nos cheveux pour nous aider, pour nous cadrer. Les questions de consommation de drogue, c'est des questions vraiment délicates. Donc, il faut un encadrement. Ça, je tire chapeau, je leur remercie beaucoup pour cela. Et je dirais également merci pour l'attention que l'État porte à la population parce que si le ministère de la Santé fait sortir ce communiqué-là, ce qui veut dire qu'on suit de près tout ce qui se passe. Donc, vraiment, merci. Maintenant, comme attente, je demanderai à ce que l'État puisse aller au-delà de ce qui est en train d'être fait déjà, c'est-à-dire intensifier les actions de lutte et aussi venir beaucoup plus en aide aux ONG, à la société civile, pour que nous fassions plus d'actions. Voilà. Monsieur Mochon Ayaovi, merci pour la franchise et la profondeur de vos réponses. Merci à vous également pour l'opportunité. Et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous suivent et suivent cette télé. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la Croix-Bleue Togo, une organisation de la société civile engagée depuis plusieurs années déjà dans la prévention et la lutte contre les méfaits de l'alcool et des drogues dans notre pays, le Togo. Bon vent à vous alors. Merci, merci. Je rappelle que je suis également le président de Road Togo, réseau des ONG et associations anti-drogue du Togo. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur, d'être passé à GMAT Web Télévision. Merci à vous également. Au terme de cet échange, une chose est claire. Derrière une canette, un verre d'alcool, un comprimé détourné de son usage ou une dose de drogue, il n'y a jamais seulement un produit. Il peut y avoir une dépendance qui s'installe, une santé qui se dégrade, une famille qui souffre, un avenir qui se fragilise. La lettre lancée par le ministère de la Santé le 5 août dernier nous interpelle donc tous. Les pouvoirs publics doivent renforcer la prévention et le contrôle. Les professionnels de santé doivent accompagner et prendre en charge. Les organisations de la société civile doivent poursuivre leur travail de proximité. L'école doit sensibiliser, les médias doivent informer, les parents doivent écouter, encadrer et dialoguer. Et les jeunes eux-mêmes doivent être davantage protégés, mais aussi responsabilisés. Et si nous retenons une seule chose de ces échanges, retenons celle-ci. Protéger notre jeunesse, ce n'est pas seulement protéger sa santé aujourd'hui, c'est protéger les familles, la société et l'avenir de toute une nation.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dans 10 minutes pour convaincre, votre rendez-vous sur GMAT Web Télévision. Restez vigilants, informez-vous, parlez-en autour de vous. Parce qu'une jeunesse protégée aujourd'hui, c'est une nation plus forte demain. À bientôt.